Maintenant, on va entendre la dernière intervention de Jessica Balkhi. Un détail biographique que j'ai oublié de noter, c'est que Jessica vient de terminer son postdoc à l'université Carnegie Mellon aux États-Unis pour prendre l'année prochaine un poste de postdoc à Sciences Po. Voilà. OK. Jessica ? Merci. Oui, donc c'est également à mon tour de remercier les organisatrices et organisateurs pour leur invitation à ce colloque consacré à l'indemnité de 1825 et auquel je suis très heureuse de participer et d'assister. Alors, si Haïti est aujourd'hui, du fait notamment du bicentenaire de l'ordonnance de 1825, au cœur des discussions depuis hier, mon intervention aujourd'hui vient rappeler que l'histoire française fut marquée par 2 fois par la question d'une indemnisation destinée à ces anciens propriétaires coloniaux. En effet, en 1848, alors que la France abolit pour la seconde fois l'esclavage, elle accorde dans le même temps une indemnité aux anciens propriétaires d'esclaves en inscrivant d'abord le principe dans l'article 5 du décret d'abolition du 27 avril 1848. C'est un an plus tard, presque jour pour jour, par la loi du 30 avril 1849, que la France fixe finalement son montant et accorde 126 millions de francs aux anciens propriétaires auprès de 10 000 indemnitaires de l'empire colonial français concerné. Cette indemnité de 1849 et celle négociée entre la France et Haïti en 1825 sont différentes à bien des égards, nous le verrons. Mais ces 2 séquences historiques, mises au regard l'une de l'autre, révèlent les logiques et les spécificités de chacune d'elles. Certains des éléments que j'apporte aujourd'hui vont donc entrer en résonance avec vos travaux, comme les vôtres m'aident à réfléchir aux miens. J'évoquerai donc pour cela 3 points qui me semblent particulièrement pertinents. Les conditions de négociation du principe de l'indemnité d'abord, son calcul et son mode de financement ensuite, et enfin, les profils des indemnitaires. Alors cela a été parfaitement montré et analysé depuis hier. L'indemnité de 1825, vous savez, est le fruit d'une négociation entre la France et Haïti, et cela sur plusieurs années. Elle s'inscrit donc dans le cadre d'un conflit entre 2 États, où le premier tente d'imposer au second le paiement d'une somme colossale. L'indemnité de 1849, elle, s'inscrit dans un tout autre contexte et une autre dynamique. Alors certes, l'abolition de 1848 s'inscrit également dans un moment révolutionnaire qui a conduit à l'abdication de Louis-Philippe et à la fin de la monarchie de Juillet. Un moment révolutionnaire, donc, qui précipite la décision d'abolir l'esclavage par le gouvernement provisoire en mars 1848. Mais le combat abolitionniste est un combat qui, en réalité, renaît dès les années 1830, sous la monarchie de Juillet, justement, qui mène alors une politique attentiste sur la question de l'abolition. L'idée d'une indemnité à accorder aux propriétaires est alors discutée et négociée de manière concomitante à ces débats, en amont, donc, de l'abolition. Dans ce contexte d'intensification des débats, les colons multiplient les écrits en faveur d'une indemnité, à l'image du colon Auguste Pécoul de la Martinique, qui fut sans doute l'un de ceux qui a le plus écrit sur la question et qui a laissé le plus de documents. Ces derniers tentent par ailleurs de faire valoir leurs intérêts de manière plus directe auprès du gouvernement, du pouvoir central, par l'intermédiaire notamment de délégués qu'ils rémunèrent pour les représenter et les défendre leurs intérêts à la Chambre des députés. La thèse défendue par ce groupe de colons consiste alors à faire admettre l'esclavage comme fondé sur un droit, en l'occurrence le droit de propriété. Juridiquement, sa privation, qui reviendrait ni plus ni moins à une expropriation, impliquerait selon eux nécessairement une indemnité. Les colons présentent par ailleurs les colonies comme vouées à leur perte à la suite de l'abolition et se posent comme garants de l'ordre colonial. Ils font planer sur la France la menace de la perte de leur colonie. Or, l'État ne peut prendre le risque de perdre ses territoires et ses productions de sucre qui, malgré la concurrence avec le sucre de betterave de la métropole, assurent néanmoins des rentrées fiscales importantes à la France et procurent un revenu important à un grand nombre de familles métropolitaines. La métropole et ses acteurs économiques, justement, ne sont pas étrangers aux enjeux et aux débats autour de l'abolition et de l'indemnité coloniale.
En effet, négociants, armateurs ou encore commissionnaires réclament eux aussi, avec insistance, cette indemnité. Ils sont originaires de Nantes, de Bordeaux ou de Marseille, et pour un grand nombre d'entre eux, en plus de leurs activités commerciales, ils sont également les créanciers des propriétaires coloniaux et tirent eux aussi largement profit de ce commerce colonial. On voit ici des situations d'endettement similaires à celles évoquées depuis hier pour Saint-Domingue. Ensemble, donc, propriétaires et créanciers, dans les colonies et en métropole, plébiscitent des arguments à la fois juridiques, principalement, mais également politiques et économiques pour justifier l'indemnité. À côté d'eux, les abolitionnistes présentent l'esclavage comme contraire à la morale et aux lois de la nature, mais ils imputent ce crime à l'ensemble des acteurs impliqués dans ce système et considèrent que cette responsabilité commune ne peut être assumée par les seuls propriétaires. La collectivité, donc l'État, se doit, selon eux, de prendre en charge cette indemnité. De manière qu'on peut qualifier de pragmatique, l'indemnisation leur apparaît comme un moyen de rallier les anciens propriétaires réticents. C'est dans ces circonstances qu'en 1842, Victor Schœlcher écrit dans son célèbre ouvrage des colonies françaises, Abolition immédiate de l'esclavage, je cite, « Je voudrais entraîner votre plein consentement à l'abolition de l'esclavage, car l'abolition de l'esclavage est justice. Et je voudrais que la métropole vous donnât une indemnité, car l'indemnité est justice. » Fin de citation. Ainsi, entre 1830 et 1849 et le vote de l'indemnité coloniale, l'abolition de l'esclavage est considérée par les abolitionnistes, les colons et les législateurs comme un préjudice pour les propriétaires qu'il convient d'indemniser, de compenser ou de dédommager, quand l'esclavage est décrit comme un préjudice envers les personnes mises en esclavage et dont la réparation consiste simplement à y mettre fin. Il faut préciser que l'ensemble de ces termes ne sont pas interchangeables et les sensibilités et les opinions des uns et des autres s'expriment à travers leur utilisation. Victor Schœlcher, par exemple, plaide pour que le terme « dédommagement » soit utilisé à la place de celui d'indemnité. Pour lui, le premier renvoie à un tort causé, quand le second, qui est davantage un terme juridique, renvoie à une expropriation dont Schœlcher discute la légitimité au moment où précisément la possession de l'homme par l'homme est remise en question. Quant au terme de réparation, qui nous apparaît de nos jours comme un terme très contemporain, tant il est mobilisé dans le cadre de demandes formulées actuellement oui, dans cet espace atlantique, et nous le verrons demain au cours de la table ronde. Le travail sur l'indemnité montre que ce terme de réparation a en réalité une profondeur historique longue qu'il s'agit de contextualiser, et il est intéressant de revenir sur ces différents cycles sémantiques. Le terme réparation est en effet déjà utilisé en 1848, mais ne renvoie, en tout cas pour les abolitionnistes, les législateurs et les colons qui l'utilisent, comme je le disais précédemment, qu'à l'idée de restitution de la liberté. Par conséquent, les propositions concrètes destinées aux anciens esclaves sont rares, pour ne pas dire inexistantes. Victor Schœlcher et d'autres abolitionnistes, tels que Cyril Bissette, originaire de la Martinique, s'expriment néanmoins sur la nécessité de faire profiter cette indemnité aussi bien aux anciens propriétaires qu'aux nouveaux libres. Le premier évoque même l'idée de leur accorder des terres, quand le second se focalise davantage sur la question de l'accès à l'éducation. Ce choix d'indemniser les anciens propriétaires coloniaux, et non pas les anciens esclaves, n'a en réalité rien de singulier, on l'a vu. Dans l'histoire de l'esclavage atlantique, au cours du XIXe siècle, une grande majorité d'États estiment rendre justice en accordant une compensation sous une forme ou une autre aux anciens propriétaires. L'indemnité peut alors prendre trois formes, comme l'a montré Frédéric Beauvois, en valeur, en versant une somme d'argent, en nature, en contraignant les nouveaux libres à travailler gratuitement pour les anciens maîtres pendant un certain nombre d'années, ou enfin en terre. Et c'est ainsi qu'en 1833, la Grande-Bretagne accorde une indemnité de 20 millions de livres aux anciens propriétaires coloniaux. C'est donc dans cette même logique et en s'inspirant de ce modèle britannique que le principe du versement de l'indemnité est retenu par la France pour indemniser les propriétaires.
D'ailleurs, il est intéressant de voir que dans les débats, l'indemnité de 1833 est régulièrement évoquée, alors que celle de 1825 n'est pas mentionnée dans les documents d'archives que j'ai pu consulter et rassembler dans l'ouvrage qui a été évoqué tout à l'heure. Il semble que dans les esprits et dans les écrits des colons, notamment, Haïti est d'abord et surtout évoqué, et avec une grande crainte, pour ses révoltes et son indépendance, plus que pour la question de l'indemnisation, qui, étrangement, reste absente. Ainsi, par la loi du 30 avril 1849, la France accorde officiellement 120 millions de francs aux anciens propriétaires de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, du Sénégal, de la Réunion, ainsi qu'à ceux de Sainte-Marie et Nosibé de Madagascar. L'indemnité se répartit de la manière suivante. 6 millions payables en numéraire la première année, puis une rente annuelle, une rente de 6,5 % inscrite au grand livre de la dette publique, et le prélèvement d'un 8e des indemnités pour la création des futures banques coloniales de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Alors, comment cette somme a-t-elle été fixée et à quel objectif devait-elle répondre ? Concernant le calcul de l'indemnité d'Haïti, les travaux que mène notamment Mathilde Ackermann, avec qui j'échange très régulièrement, et tout ce qui a été évoqué depuis hier, montrent la complexité de l'ordonnance de 1825 et de la manière dont cette somme a été fixée. En tout cas, au départ. Elle est... Oui, ce n'est qu'au moment des travaux de la commission que son montant est réellement qualifié, défini, pour en justifier le montant. En 1849, cela se pose très différemment. Au contraire, le gouvernement provisoire met en place 2 commissions dont la mission principale consiste précisément à évaluer le montant de l'indemnité à accorder avant de la proposer au vote à l'Assemblée. Cette commission se tient à Paris entre les mois de juin 1848 et août 1848. Au cours de 14 séances, ses membres, dont Victor Schœlcher, l'avocat et abolitionniste François Isambert, Alexis de Tocqueville, mais également le directeur des colonies, particulièrement attaché à l'ordre colonial esclavagiste, ou encore certains élus, eux-mêmes rattachés à des familles qui vont recevoir l'indemnité coloniale, tous se réunissent donc pour préparer les propositions à soumettre à l'Assemblée. À la lecture des procès-verbaux de la Commission, la question du montant de l'indemnité, telle qu'elle est travaillée par ses membres, peut apparaître de prime abord comme purement comptable. Et c'est en partie vrai, dans la mesure où son calcul s'appuie initialement sur la valeur marchande attribuée avant l'abolition aux personnes mises en esclavage. C'est ici une différence fondamentale avec 1825. Les propriétaires, en 1848, conservent leurs terres. Donc le calcul de l'indemnité ne se fait que sur l'ancienne propriété servile. Pour en déterminer le montant, les membres de la commission doivent donc dans un premier temps estimer lesquels, justement, parmi les esclaves, peuvent donner droit à l'indemnité. Il s'interroge, faut-il par exemple compter les esclaves introduits entre 1817 et 1831, période pendant laquelle la traite est interdite, mais encore largement pratiquée. Victor Schœlcher, par exemple, vote contre cette proposition d'inclure les personnes introduites illégalement dans le calcul de l'indemnité en expliquant que, selon lui, la violation de la loi ne peut donner ouverture à aucun droit. Quant aux défenseurs des droits des propriétaires, ils estiment que, d'une part, pendant ces années, la traite est restée largement tolérée et pratiquée, et que, d'autre part, il est difficile pour les propriétaires de prouver l'origine légale ou non des esclaves. Tous tombent en revanche d'accord sur l'idée d'exclure du calcul de l'indemnité les enfants de moins de 5 ans et les personnes de plus de 60 ans, alors considérés comme improductifs. Cette décision répond au principe évoqué et progressivement introduit par certains membres de la Commission, selon laquelle ce ne sont pas les personnes qui doivent donner droit à l'indemnité, mais leur force de travail. C'est ici la légitimité de la propriété de l'homme par l'homme qui, une nouvelle fois, est discutée en l'opposant à une vision juridique axée sur le droit de propriété. Or, c'est pourtant bien à partir des relevés de vente d'esclaves antérieurs à l'abolition de l'esclavage que les membres de la Commission vont évaluer l'indemnité.
À partir de ces estimations, ils évaluent à 1085 francs la valeur moyenne d'un esclave, sans distinction d'âge ou de sexe, et pour toutes les colonies. En multipliant le nombre d'esclaves estimé à 198 959 personnes par celui de la valeur moyenne obtenue, l'indemnité coloniale aurait dû être évaluée à 215 870 666 francs. Or, le rapport final de la commission précise, je cite, « Il est évident qu'en enregistrant un pareil résultat, la commission n'a pas pu avoir la pensée de le proposer comme somme qui doit être allouée aux colons. » Fin de citation. Et ils ajoutent « Il ne peut être ici question d'un rachat, d'un remboursement, il ne s'agit que d'une indemnité, d'un dédommagement, d'un secours. » Tout en, je cite, « compatissant au malheur des colons », la Commission rappelle que cette indemnité s'inscrit dans un effort collectif, national, auquel ces derniers, les colons, doivent aussi se soumettre en acceptant une indemnité revue à la baisse, à 126 millions de francs donc. Contrairement à 1825, qui fait porter la charge de l'indemnité à Haïti et sa population, en 1849, c'est bien la France et ses contribuables qui financent elles-mêmes cette indemnité. Or, le principe de réalité des finances de la France se confronte à cet impératif de justice posé par le principe de l'indemnité et qui entendait initialement dédommager les propriétaires considérés comme expropriés à hauteur de leurs pertes. Alors pourquoi l'État accepte-t-il de supporter cet effort alors que la France vit précisément une période de crise économique et financière ? On peut d'abord s'interroger sur le rapport de force entre les parties en présence. Les colons menacent par exemple de quitter les colonies, mais on peut s'interroger où seraient-ils allés et surtout en avaient-ils seulement les moyens ? J'en profite pour citer la thèse d'Adélaïde Marine-Goujon, qui sera bientôt soutenue et qui travaille précisément sur les circulations impériales de ces colons. Et sur ce point précisément, justement, au cours des débats sur les modalités de versement de l'indemnité, les membres de la commission s'interrogent précisément sur la possibilité que l'indemnité, si elle est versée en une seule fois aux colons, leur offre les moyens de quitter les colonies. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons évoquées pour lesquelles la loi est organisée en rente. Au-delà de fixer les colons dans les colonies, l'indemnité telle que défendue par la Commission puis par les parlementaires est assez claire. Il s'agit de garantir l'ordre dans les colonies et de les faire tourner au profit de la métropole. Elle doit aussi permettre aux propriétaires des îles d'honorer leurs dettes à l'égard des négociants des ports français. Le versement de l'indemnité constituerait, par ailleurs, selon les membres de la Commission, le seul moyen de rémunérer les travailleurs libres. Les travaux menés par Noémie Marie-Rose montrent bien comment cette question du salaire, comme revendication plus que réalité, devient centrale dans la réorganisation du travail après 1848 pour ces nouveaux travailleurs pris dans différents types de contrats contraignants et comment, de fait, ils ne bénéficient aucunement de cette indemnité, même de manière indirecte. Et j'en viens ici à mon dernier point. À qui donc cette indemnité a-t-elle profité et à qui a-t-elle été versée ? Alors ce point va rejoindre celui de Mathilde, d'une certaine manière, parce que dans la plupart des textes juridiques, mais également dans les écrits des propriétaires ou des abolitionnistes autour de l'indemnité de 1849, celle-ci est destinée aux colons. En excluant les propriétaires d'Algérie, colonie française, du processus d'indemnisation, le terme colon apparaît comme synonyme de français, comme l'a montré Myriam Cothias. Mais la question de l'adresse de l'indemnité, au-delà de la question de la nationalité et de la citoyenneté et du projet porté par la République, pose également la question plus large et transversale aux deux indemnités, communes aux deux indemnités, de la figure du propriétaire perçue depuis la métropole et incarnée dans les colonies. Cette question peut être abordée par nous, historiens, par le prisme du genre, comme par celui de la race, comme l'a fait Mathilde tout à l'heure. Le terme colon tend en effet à invisibiliser une partie des propriétaires et des indemnitaires qui l'aperçoivent. Les femmes, par exemple, sont assez peu évoquées dans les débats sur l'indemnité, à l'exception de quelques abolitionnistes qui décrivent certaines de leurs situations et expériences de propriétaires avant l'abolition.
Elles sont pourtant bien présentes dans les registres de l'indemnité et ont de toute évidence des intérêts réels à faire valoir dans la transition abolitionniste. Mais aujourd'hui, c'est la place qu'occupent les propriétaires appartenant à l'ancien groupe des libres de couleur que je souhaite évoquer avec vous, ce groupe donc que l'on peut définir comme des affranchis et descendants d'affranchis après l'abolition de 1800, avant l'abolition de 1848. Et qui sont donc, eux aussi, propriétaires d'esclaves. La création de la base de données en ligne esclavage et indemnité sur les propriétaires ayant reçu l'indemnité en 1849 et sur laquelle se trouvent également les données de l'indemnité de 1825. Cette base de données donc, et sa création m'ont offert un matériau important révélant cette donnée inédite. 35% des indemnitaires de la Martinique, colonie sur laquelle j'ai travaillé, sont des libres de couleur. Ainsi, entre les deux pôles de la hiérarchie coloniale, à savoir d'un côté les colons d'ascendance européenne, catégorisés comme blancs, et de l'autre les esclaves afrodescendants et catégorisés comme noirs, se trouvent donc des personnes aux catégorisations et aux statuts variés, pris dans des relations complexes, que les registres de l'indemnité coloniale invitaient et incitaient à révéler. Pour vous donner un ordre d'idée sur leur place dans la colonie à la veille de l'abolition, les libres de couleur représentent 80% de la population libre de la colonie et possèdent 20% des esclaves. Alors parmi eux se trouvent des hommes et des femmes qui se répartissent sur une échelle sociale très large. Du sucrier, propriétaire d'esclaves appartenant à une famille libre depuis plusieurs générations, à une veuve mariée à un Italien, qui reçoit une indemnité pour plusieurs dizaines d'esclaves caféiers, un maître charpentier du Fort Royal à la tête d'un petit atelier d'esclaves qualifiés, d'un cultivateur vivrier cédant sur les mornes d'un ou deux esclaves, d'une marchande de Saint-Pierre et de son esclave colporteuse, à un avocat abolitionniste et à son domestique. Jusqu'aux affranchis ayant racheté leurs proches, devenant des maîtres purement statutaires. Les recherches que j'ai menées sur ce groupe, comme vous le voyez, posent donc la question de savoir ce que la propriété, notamment servile, produit sur leur expérience de la liberté et sur leur quête d'égalité. En quelques mots, et au-delà de la question de la normativité de la propriété servile qui a été évoquée hier, on peut dire d'abord que pour ces hommes et ces femmes, et notamment principalement pour les affranchis, être propriétaire d'esclaves, c'est signifier au reste de la société sa propre liberté, car il faut rappeler que seules les personnes libres peuvent être propriétaires. Être propriétaire pour les libres de couleur révèle aussi de stratégies mises en place dans le cadre de familles d'esclaves et d'affranchis pour sortir leurs proches de situations de domination, comme je l'ai évoqué précédemment. Enfin, il existe également des propriétaires d'habitations sucrières ou caféières, cette fois propriétaires de dizaines et dizaines d'esclaves, et qui, avec leur propriété, tentent de s'élever socialement dans une société qui les discrimine, en dépit des mesures de mise à égalité instaurées à partir des années 1830. Dans cette société, enfin, les hommes, plus particulièrement, peuvent également espérer avoir accès à un certain nombre de droits politiques, alors que le suffrage censitaire ne permet qu'aux personnes payant un certain seuil d'impôt de voter ou d'être élues localement, ce à quoi aspirent les libres de couleur. Les femmes, de fait, sont exclues de ces droits politiques. Travailler sur ces trajectoires, finalement, pour moi, a été une manière de dire et de montrer la complexité d'un système duquel personne n'échappe. Ces femmes et ces hommes occupent des positions variées, comme je l'ai dit, dans cette société coloniale, mais s'inscrivent toujours dans des rapports de domination ou d'une extrême violence. Et c'est donc une manière de montrer comment ils y naviguent et comment ils y survivent parfois. Dans cette pluralité de destins que je viens d'évoquer avec vous, ces derniers partageront néanmoins une expérience commune, celle, en 1848, une fois l'abolition proclamée, de se rendre, comme les colons, au bureau de l'indemnité coloniale pour faire valoir leurs droits d'anciens propriétaires. Ce qui m'amène à ma conclusion en forme d'ouverture.
Les indemnités, celles de 1849 comme celles de 1825, qu'elles soient étudiées dans une perspective sociale, comme je l'ai fait, politique ou économique, et c'est là un appel que je lance. Cette indemnité, donc, est une porte d'entrée formidable pour étudier la question des régimes de propriété à l'œuvre et la manière dont la propriété est utilisée pour établir un ordre de l'espace physique et social dans les colonies au cours du XIXe siècle et au-delà. Je vous remercie.